Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter et débattre l'actualité, une actualité bien chargée et évidemment bien occupée par le Covid. Encore une fois, la vaccination, faut-il accélérer comme le dit le président de la République? On se demande où il était quand tout s'est organisé. On va parler de ce comité citoyen pour la vaccination, ce comité citoyen, pourquoi faire 35 citoyens tirés au sort pour donner leur avis, poser des questions au gouvernement, gadget ou transparence. Et puis quand même quelques mots sur cette rêve partie du nouvel an avec un État qui s'est montré impuissant, même s'il était compliqué certainement d'intervenir. Nous parlerons de tous ces sujets avec Patrick Mignon. Bonjour, vous êtes ancien commandant de bord, vous êtes porte-parole de VIA, la voix du peuple. Régis de Castelnau, bonjour, vous êtes avocat, votre blog c'est Vue du droit et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Fatima El Ouazdi, bonjour, adjointe au maire de Rueil-Malmaison et fondatrice de Politique L. Et Sophie de Menton, bonjour Sophie, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Commençons par un tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, Covid ou hors Covid. Commençons peut-être avec Régis. Tiens, c'est un coup de cœur. Il fallait chercher là le coup de cœur. Non, oh là là, Sophie va être déçue. Elle connaît ma méchanceté foncière. Non, c'est tellement le bazar. Je veux dire, on commence l'année on va en parler. Hein, c'est le sujet d'émission. Alors j'ai essayé de trouver quelque chose qui empiéterait pas sur vos thèmes, Valérie. Et donc je me suis dit, mais à quoi sert Marlène Schiappa et quel rôle joue-t-elle en pleine pandémie, alors que le pays traverse une crise mais vraiment très grave à tout point de vue, hein, elle fait des vidéos pour expliquer comment elle lisse ses cheveux avec une méthode brésilienne. Elle est ministre, secrétaire d'État à la sécurité. Pardon Régis, vous n'avez pas bien regardé, elle donne le nom du coiffeur, donc c'est aussi là-dessus que les internautes l'ont épinglé, c'est-à-dire que c'est du placement de produits comme on dit, ou de la pub si on c'est-à-dire que c'est le fameux statut d'influenceur, etc., quoi. Elle touche des sous avec ça. Non, mais ces gens... Elle touche pas des sous. Bien sûr que non. Elle a démenti, son cabinet a démenti en disant que c'était pas elle et que son compte avait été piraté. Et alors des internautes qui évidemment sont assez malins sont allés repérer des images de son Facebook où elle avait mis des photos de son sapin de Noël avec ses sœurs et ont donc fait des plans pour montrer que c'était bien elle qui était en photo avec son lissage brésilien. Et en plus, on n'en sait rien, laissez-lui mais c'est vrai que ça a animé Facebook avec le hashtag Twitter avec le hashtag lissage brésilien. Alors je pense que j'aurai l'occasion d'être de nouveau très méchant avec les coups de gueule des autres. Oui, le mien c'est tiré sur une ambulance. J'avais presque envie de dire que ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir. Au moins c'est une connerie qui est pas nocive. Oui. Je veux dire, c'est une erreur de com, mais c'est assez rigolo, c'est totalement maladroit, ça lui ressemble. C'est exactement Marlène Schiappa. Je pense que c'est pour ça qu'elle a du succès. Bon, écoute, on va pas passer l'heure dessus. C'est sa personnalité. Elle a fait ça et c'est vrai que pardon. Elle pensait pas à mal. Elle l'a fait. Oui. Elle a fait cette publication. Bon, voilà, c'est son Instagram. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre communication politique et communication tout court. Je pense que ce qui relève du privé doit rester du privé. Mais quand on est ministre, quand on est élu, ministre, peu importe. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Elle fait des bourdes quand même. Enfin bon, c'est une bourde sympathique. Sophie, coup de gueule. Alors c'est un double coup de gueule. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai le même coup de gueule que Martinez. Parce que de la CGT. Sophie, la nouvelle année. Voilà. La nouvelle année. Si jamais on lui dit, il sera content. Parce que franchement, alors la hausse du SMIC est un vrai problème qui, selon moi d'ailleurs, est très embêtant parce qu'il y a une hausse du SMIC qui n'a jamais été aussi importante que sous Macron. D'ailleurs, 0,99%. Cette année, on fait une hausse du SMIC. Je suis contre parce que, en fait, ça détruit des emplois. On va sous-traiter dans les pays de l'Est. Mais peu importe. Qu'il y ait une hausse du SMIC de 0,99%. C'est encore un délire de la technocratie. Je veux dire que c'est insultant pour les salariés. On met 1%. OK. Il y a une hausse du SMIC. Je ne suis pas particulièrement pour, bien que ce soit très difficile. Et je suis consciente que vivre avec le SMIC, ce n'est pas évident. Mais comment est-ce qu'on peut, dans ce gouvernement, annoncer qu'il y a une hausse du SMIC de 0,99%?
Je trouve ça maladroit, stupide, honteux, puis surtout, c'est exactement ça, les technos. Les technos. Mais c'est quoi? On a fait l'aumône d'une hausse, d'une petite hausse? Non, d'abord, c'est pas. Si c'est 1%, c'est 1%. Je suis désolée, oui, c'est une petite hausse. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est que la hausse du SMIC, qui est sympathique, on est le seul pays où on fait indéfiniment un SMIC plus élevé. Plus le SMIC est élevé, moins il y a de différence entre d'ailleurs les bas salaires et le SMIC. Et plus le coût du travail est élevé en France. Je veux dire, le petit industriel qui paie des ouvriers au SMIC, il hésite, il a assez envie de sous-traiter parce qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne. Et donc, le problème du SMIC est un vrai problème économique dont on pourrait parler longtemps. Mais en tout cas, le 0,99% en lui-même est assez insultant. Alors, Patrick Mignon. Tout d'abord, bonne année. Bonne année, effectivement. Tous, oui, effectivement. Quoique j'hésite parce qu'on a souhaité les mêmes vœux l'année dernière et le résultat n'a pas été. Ça n'a pas marché. À la hauteur. Ça n'a pas été terrible. Non, là j'ai un coup de gueule, un vrai méchant coup de gueule contre la Ligue de défense noire africaine, dont le président, Monsieur Egunchi quelque chose, s'est fendu d'un tweet pendant le week-end lorsqu'on a appris qu'il y avait de nouveaux militaires qui étaient décédés. Leur véhicule ayant sauté sur une mine. Dont une femme. Alors, c'est le sergent Yvonne Huynh, effectivement, Sophie, une femme, et le brigadier Loïc Risser. Je pense, mes pensées vont vers eux, bien sûr, et vers leur famille, et leurs frères d'armes avant. Mais quand ce monsieur, président de la Ligue de défense noire africaine, se permet de reproduire ce qu'aurait publié un média africain, mettant en doute la façon dont les militaires sont morts, en fait, il se permet d'attenter à leur mémoire, il crache sur leur vie et leur engagement. Bref, moi je demande, et j'ai fait un message en ce sens sur Twitter, je demande à Monsieur Macron, qui est le chef des armées, je demande à son gouvernement, le gouvernement de Jean Castex, je demande à Madame Parly de faire ce qu'il faut, et à Monsieur Darmanin, c'est surtout lui qui est concerné, de faire ce qu'il faut pour dissoudre cette association, qui est une association raciste, racialiste, qui est communautariste, qui n'a que comme seul et unique but de diviser la nation française. Sachez en plus que ce genre d'association, qui a une audience somme toute limitée, mais quand même, qui a accès à des médias nationaux ou des moyens, des réseaux sociaux nationaux, ne représente qu'elle-même, parce que j'ai beaucoup d'amis noirs qui ne pensent évidemment pas un seul mot de ce qui a été dit. C'est un peu c'est de la haine de bas étage, mais peu importe, ça doit être sanctionné. Et en plus, c'est un délit. Je pense que Régis de Castelnau pourra me le confirmer. C'est un délit et ça mériterait d'être mis devant les tribunaux. Mais est-ce que ce n'est pas leur faire beaucoup de publicité et ensuite, ce type ne représente rien. Aujourd'hui, je suis d'accord. Valérie, on avait les mêmes attitudes vis-à-vis de tous ceux qui répandent leur fiel sur les réseaux, ou même dans le passé, dans l'histoire, on a eu ce genre de choses. On disait laissons-les de côté, ils ne représentent pas grand-chose, et en réalité, je pense qu'ils doivent être combattus pied à pied. C'est valable pour toutes les pensées terroristes, c'est valable pour tout ce genre de choses, et le racialisme en est un. Ça doit être combattu, et c'est un délit, c'est pas une opinion. De toute façon, tout ce qui peut être dissous comme association aujourd'hui, je suis pour. Non, il y en a qui sont. Oui, alors Régis. Oui, juste dire que vous avez raison, Valérie. On lui fait trop de publicité. C'est un groupuscule dirigé par un repris de justice. Il a été condamné pour viol jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi on le dissout pas? Attendez. Pourquoi on ne le poursuit pas? La Ligue des droits de l'homme, dès que vous bougez une oreille, elle rapplique. Non, mais la LICRA a demandé à ce que ce soit aussi. Il y a beaucoup de gens. Il a fait une violation de domicile quand il était allé menacer. Il est rentré à CNews pour menacer Zemmour, qui n'était pas là, etc. Il y a longtemps, Patrick, que les procédures auraient dû être diligentées. Qu'est-ce qu'on attend? Et ça, c'est la réponse. Ce que vous dites là, Régis, c'est la réponse à ce que disait Valérie. Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire qu'on considère qu'on leur fait de la pub, que c'est un groupuscule et qu'on peut les traiter par le mépris. Mais le problème, c'est que leur nuisance continue, et ce sont des insultes. Alors, des insultes à des personnes vivantes qui peuvent se défendre encore, ça peut passer, encore que non. Mais alors là, le manque de respect à des soldats
qui sont allés au bout de leur engagement et dont la vie a été prise, ça ne peut pas passer pour moi. Fatima, un mot ? Oui. Moi, je trouve ça regrettable que de tels propos puissent encore être tenus et comme ça a été dit ce matin, qu'on puisse encore mettre de la salive sur ces personnes, sur des personnes pareilles que par ailleurs je ne connaissais pas avant que vous en parliez, mais ce qui prouve que, en fait, en parlant quelque part, on leur donne de l'audience, on leur donne de l'intérêt, et puis moi, quelque part, ça ne m'intéresse pas. Puis après, c'est la justice de faire son travail. Non, mais citoyen de signaler, voilà, qu'on interpelle une fois de plus. Oui, mais alors j'ai encore relu un article sur Twitter sur des histoires de harcèlement, etc. C'est très compliqué. Aujourd'hui, même la police fait des réquisitions à Twitter pour récupérer des adresses IP, des adresses mail, des numéros de téléphone associés au compte. Et c'est très compliqué de les récupérer parce qu'ils se cachent derrière le droit américain qui dit qu'en fait, presque tout relève de la liberté d'expression, alors qu'au niveau du droit français, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, pour la justice, j'ai la copie d'écran à disposition. Oui, je pense que ça circule. Il y a eu beaucoup d'articles dessus. Allez, on se retrouve dans un instant et Fatima, votre coup de gueule qui nous emmènera sur notre sujet sur la gestion de l'épidémie. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, la voix du peuple. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, membre de la rédaction de Front Populaire et on peut vous lire sur votre blog Vue du droit. Fatima El Ouazdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison, fondatrice de Politique L, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique. Alors Fatima, passons à votre coup de gueule. J'avais cette idée qui m'est venue ce matin en lisant l'Opinion. Et puis en lisant beaucoup d'articles de presse. Un bon journal. C'est mon journal préféré. Je pense que c'est pas surprenant, mais je trouve que c'est d'excellente qualité. Et il y avait un bout d'interview du maire de Fontainebleau que je trouvais intéressante. Et ce bout, il disait: il y a un contexte judiciaire qui tétanise aujourd'hui la décision publique. En effet, il y a 150 plaintes qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République depuis le début de la crise sanitaire, ce qui me paraît être assez énorme. C'est un décompte qui date du 14 décembre dernier. Et il pourrait être vrai de dire que cela tétanise peut-être l'action publique, la décision publique. Finalement, comment peut-on promouvoir aujourd'hui d'accélérer, la prise de risque, voilà. On est dans un, comme le dit Sophie de Menton va être d'accord avec moi, mais on est dans un coût calcul bénéfice-risque. Donc comment on peut promouvoir cette stratégie de vaccination totale quand la moindre suspicion, ne serait-ce que d'un effet secondaire grave, peut entraîner en fait des plaintes à la chaîne. Aujourd'hui, on peut dire oui, on a suffisamment de recul, entre guillemets, on a 2, 3, voire 4 semaines de recul parce que les Anglais ont commencé à vacciner tôt, parce que dans d'autres pays, on a vacciné même des vaccins chinois dans certains pays, on a vacciné aux États-Unis, on a vacciné en Allemagne, etc. Mais en fait, dans l'imaginaire politique, dans l'imaginaire même collectif, il reste des traces du sang contaminé. Il reste des traces aussi de la campagne de vaccination de la grippe H1N1 et finalement, on a aussi des bases de comparaison de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et du coup, c'est cette base-là qui va nous permettre finalement de prendre aujourd'hui des décisions en se disant mais en fait, c'est ça qui va plaire ou pas à l'opinion publique. Et ce coup de frein qui a été observé, mais en fait, on en reparlera par ailleurs pendant le débat. Démarrage, on va en reparler. Mais périlleux, après c'est une question de perspective et je pense que c'est une question de comment on voit les choses. Mais moi ce que je vois c'est qu'en réalité les Français ils ont envie d'être vaccinés parce que c'est la seule façon pérenne de sortir de cette crise sanitaire. Surtout depuis qu'il n'y a plus de vaccins. Plus ça ralentit, plus ils ont envie d'être vaccinés maintenant. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut accélérer. Et maintenant qu'on a un peu de recul, allons-y, franchement. Bon, on va en parler. Est-ce que tout ça, parce que je valide à 100%, est-ce que tout ça ne vient pas du fait que le principe de précaution est inscrit dans la Constitution ? On est terrifié depuis le début, ce principe de précaution bloqué indéfiniment. Et en plus, on va mettre l'écocide, etc. Donc on n'en a pas fini d'avoir peur. Peur de tout. La preuve d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un comité citoyen pour faire croire qu'il y a des gens qui tiraient au sort. On va y revenir. On va pas quoi. Donc oui, la France a peur, le président de la République a peur, le Premier ministre a peur. Oui, il a peur, mais est-ce qu'on n'est pas juste nul ? On a été nuls sur les masques, on a été nuls sur les tests. Par peur. On a été. Là, c'est une question d'organisation, c'est-à-dire que les frigos ne sont pas là. Oui, mais pourquoi ils sont pas là ? Parce que vous avez un contrôle. Alors, d'ailleurs, il pourrait faire appel au privé pour accélérer les choses. Les wagons frigorifiques, etc. Les transporteurs. Il faut des appels d'offres. Vous savez pas ce que c'est qu'un appel d'offres dans la fonction publique ? Ça, c'est pas vrai. Je suis
je suis élu local, donc pour le coup, je sais ce que c'est. Alors, on va faire tourner la parole. Régis de Castelnau. Non, mais attendez, moi je valide Fatima à 50%. Donc, Sophie, non, quand il y a le code des marchés, je le connais par cœur, quand il y a des urgences, on est dispensé des mises en concurrence, donc il n'y a aucun problème pour le faire. En ce qui concerne le risque pénal, oui, il y a un dispositif judiciaire qui existe en France pour tous les citoyens et qui s'applique aux fonctionnaires et qui s'applique aux hommes politiques dès lors que l'affaire est jugée par la Cour de justice de la République. Le problème aujourd'hui, que tout le monde, qu'on ait recours comme ça au pénal, de façon, je suis entièrement d'accord Fatima, de façon un peu compulsive. C'est dû à plusieurs facteurs. Il y a effectivement le fait qu'on cherche des boucs émissaires. Mais quand même, pourquoi on se tourne vers le juge pénal? Parce que la responsabilité ne fonctionne pas. Oui, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un problème institutionnel. Monsieur Jérôme Salomon est toujours directeur de la santé. Il y a eu deux rapports. Oui, il y a eu deux rapports c'est incroyable, ça. De l'Assemblée et du Sénat qui ont démontré que non seulement c'était un incapable, qu'il avait trafiqué des rapports, etc. Et il est toujours là tous les soirs. Mais pourquoi il n'est pas viré, Régis? Pourquoi? Mais c'est parce que personne n'est plus jamais viré. Donc on se tourne vers le juge pénal parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de contrôle. On a une chambre... Et maintenant que le pénal s'est prononcé, qu'est-ce qui empêche qu'on le vire? Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Le problème, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers le juge pénal? Parce que les autres contrôles ne fonctionnent plus. Alors, je voudrais relativiser le risque pénal. Des affaires, il y a eu l'amiante, il y a eu l'hormone de croissance. Entre-temps, il y avait eu le sang contaminé. Ce sont des procédures qui demandent beaucoup de temps, d'expertise, etc. Moi, je peux vous dire que si les hommes politiques travaillent bien et les fonctionnaires, ils ne courent absolument aucun risque. De toute façon, tout ça va prendre énormément de temps. Oui. Et donc, j'ai peur, et je rejoins Valérie, que le prétexte du risque pénal soit la manière de masquer la gabegie et l'incompétence. Oui, la gabegie et l'incompétence, et là, on est effectivement la risée du monde en termes de vaccination, du nombre de vaccinés depuis la semaine dernière. Et on se rend compte qu'il y a eu effectivement beaucoup de ratés, et effectivement, l'administration, les lenteurs sont pointées du doigt. Je voyais ce matin dans le Parisien Cédric Villani. Alors, j'ai découvert qu'il était à la tête de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Oui, c'est l'OPEX. Oui, mais enfin, il y a un nombre c'est une commission. En fait, c'est un organisme parlementaire qui existe. Enfin, il a été nommé au début du quinquennat, donc et il a eu beaucoup de choses. Enfin, il a travaillé par exemple sur des questions sanitaires, mais pas que sur des questions technologiques. Mais il y en a 300. Mais il y en a plein. Mais Valérie, ce que vous dites quand on est la risée du monde, c'est très embêtant parce que si on lit la presse étrangère, la presse européenne en particulier, la France est très attaquée pour avoir, alors je ne fais que citer la presse étrangère, pour avoir un peu manipulé à Bruxelles pour ralentir, pour essayer de caser son propre laboratoire. Nous sommes quand même un des seuls pays à ne pas avoir de vaccin. Il y a eu les déclarations de Frédérique Vidal la semaine dernière, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui a eu cette petite phrase pour le moins étonnante où elle laissait entendre finalement qu'on avait préféré... qu'on avait préféré, enfin ça laissait entendre qu'on avait préféré privilégier le vaccin français. Et ce qui ressort, et Eric Revel, on a écouté le son ce matin, citait l'article que je vous encourage à aller lire de Der Spiegel, mais qui existe en anglais, qu'on peut traduire, sur le même bordel qu'il y a eu pour les masques et pour les respirateurs. C'est-à-dire que c'est chacun pour sa gueule. Pardon d'être vulgaire ce matin, mais c'est vraiment ça. Écoutez Eric Revel. Le seul qui fonctionne aujourd'hui, le Pfizer, on n'en a pas commandé assez en Europe. Donc on ne peut pas servir suffisamment la France. Donc en fait, on manque également de matière. Résultat, et j'en termine là Thomas, résultat, que fait l'Allemagne ? Solidarité européenne, mon œil, l'Allemagne a décidé de commander de son côté des vaccins. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte où on en est? Donc, bureaucratie française et nouvel échec de l'Europe. Alors, pardon, on n'a pas entendu Patrick Mignon. Patrick Mignon. Oui, merci Valérie. Effectivement, comment faire confiance dans une Union européenne qui n'a d'union que le nom. Moi, franchement, on est face à des menteurs diplômés au gouvernement. Est-ce qu'ils sont menteurs ou est-ce qu'ils sont nuls? Les deux. Non, les deux. L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Mais là, je pense qu'on cumule. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été choisis. On a des menteurs diplômés. Au début, on avait un clown en tant que porte-parole qui nous expliquait qu'elle ne savait pas mettre un masque, en fait, parce qu'on n'en avait pas. Après, on n'a pas les respirateurs. On a viré le personnel parce qu'on l'a démotivé des lits de réanimation.
On n'a pas non plus les tests. Et aujourd'hui, j'en suis à me demander si on a les vaccins. Et Éric Revel vient de nous dire que non. Donc vous voyez, Enfin, c'est pas Éric Revel, c'est Spiegel qui a fait une enquête sur le sujet. Oui, mais il n'y a personne qui a le courage de dire la réalité de la situation. Et ça sera votre deuxième sujet, Valérie. Monsieur Macron se cache derrière un comité de défense, derrière une convention citoyenne sur le climat, derrière un comité citoyen de 35 personnes tirées dans le bottin, à supposer que le bottin existe et qu'il soit neutre. C'est joli le bottin, il y a un petit côté... Oui, c'est très joli, mais ça n'existe plus. C'est malheureusement des algorithmes biaisés qui vont désigner des gens qui vont être très bien manipulés. Donc maintenant, ça suffit. On parle du principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. Revenons sur cette Constitution, justement. On l'a beaucoup trop bidouillée et M. Macron est un expert en bidouille constitutionnelle. Donc, très franchement, aujourd'hui, il y a une Constitution. On devrait enlever ce qui est en trop dedans, notamment ce fameux principe de précaution et autres. Et s'y tenir, il y a des représentations parlementaires qui existent. Il y a des représentants du peuple. Vous avez parlé, je crois, de Cédric Villani. Oui. Cédric Villani, il est peut-être à la tête d'un office parlementaire, mais il est surtout député de la circonscription dans laquelle j'habite. Ouais. Je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais rien lu de lui. Il ne s'occupe pas de la circonscription dans laquelle il s'est fait élire parce qu'il était médaille Fields et que dans cette circonscription, il y a le CNRS, le CEA et des scientifiques qui étaient contents de pouvoir voter pour quelqu'un qui était un scientifique comme eux. Donc très franchement, en tant que député de sa circonscription, il vaut 0 et il apparaît aujourd'hui à la tête d'un comité truc-muche, encore une fois. Non, mais le comité existait déjà. Ce que je voulais dire par là, et c'était le sens de l'article du Parisien de ce matin, c'est que ces 35 citoyens qui vont être tirés au sort, à quoi ça rime? On a des députés qui normalement sont là pour nous représenter. Il y a des comités et des conseils qui le sont également. On marque une pause et on se retrouve. Donc pourquoi cet échec de la France dans la vaccination et puis ces 35 citoyens tirés au sort? Qu'en pensez-vous? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre, commenter l'actualité. Nous parlons de cette vaccination qui est très très longue à démarrer en France, que vous vouliez ou non vous faire... Qu'est-ce qui se passe? Que vous vouliez ou non vous faire vacciner, les choix qui sont faits par la France ne manquent pas d'étonner. On en parle ce matin avec vous, avec Sophie de Menton, avec Patrick Mignon, avec Régis de Castelnau et Fatima El Ouazdi. Et on discute hors antenne aussi. Et on a un appel en ligne. On a Frédéric de Bordeaux qui souhaitait réagir à notre débat. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Donc vous vous demandez pour le vaccin si on va devoir ou pouvoir accélérer. Je pense qu'on ne le pourra pas parce qu'on n'a absolument pas anticipé la logistique. Ouais. On a, de ce que j'ai entendu moi divers, il y a à peu près un bon mois, à peu près un mois et demi, j'ai écouté le professeur Juvin face à Laurence Ferrari qui expliquait que ça y est, l'Allemagne était déjà prête. Il y a un bon mois, ils avaient déjà prévu les lieux où ils allaient le faire, qui allait le faire, comment ils allaient transporter justement les différents types de vaccins en fonction de des préparations qui sont nécessaires. Tout était prêt. Je crois que la Belgique également avait également bien préparé son coup et il disait à Laurence Ferrari, écoutez, moi je suis au courant de rien, on ne me donne aucune information, je suis chef de service, je suis concerné directement, mais le gouvernement ne fait rien. Donc et on a bien vu que tous ces derniers temps, ces derniers jours, on en est exactement au même point qu'à un mois et demi. Personne ne sait qui, quoi, que dont où. Moi, je suis infirmier, je pourrais vacciner, mais bon, personne ne m'a jamais contacté. Enfin, je suis infirmier à la retraite, pardon, depuis 6 mois. Et j'ai pas du tout entendu parmi les gens que je connais qu'on les ait contactés. Il y a dans ma commune, il n'y a aucune pharmacie ou autre. Alors certes, je crois que ce vaccin se fait en intramusculaire et il faut savoir, lorsqu'on fait une piqûre, savoir si on l'a fait en intramusculaire ou en sous-cutané. Mais bon, c'est relativement rapide à apprendre, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Donc, et ensuite, alors je sais pas, il me semble que c'est Monsieur de Castelnau qui l'a dit, je sais pas comment il a fait pour m'écouter, comment il a repris mes propos auprès de la standardiste. Je disais effectivement à votre collaboratrice qu'il faut absolument supprimer ce principe de précaution de la Constitution, d'abord qui n'a rien à faire là-dedans, c'est pas du tout le même registre qu'une Constitution, et ça nous freine. Il faudrait également diminuer éradiquer ces lois qui permettent à n'importe qui, vous et moi, de porter plainte auprès d'un médecin, auprès d'un constructeur. Oui, alors c'était le sujet. J'ai plusieurs réponses à vous apporter. Je peux répondre à peu près à tout ce que vous avez dit. D'abord, je veux juste rappeler que Philippe Juvin, c'est le chef des urgences
ministre d'un célèbre hôpital parisien, mais c'est surtout un politique. Il est membre des Républicains, il est maire de la Garenne-Colombe et il est chef des Républicains dans les Hauts-de-Seine, donc mon département. Donc voilà, c'est aussi un politique. Quand il dit que l'Allemagne est déjà prête, en Allemagne, il y a eu plusieurs scandales. Déjà, il y a le scandale d'avoir utilisé des doses pour vacciner avec un flacon, parce qu'en fait, un flacon du vaccin Pfizer, c'est 5 doses. Et on a eu plusieurs cas où on a administré tout un flacon à des personnes âgées. Donc voilà, ça montre bien que si on ne forme pas, si on ne prend pas le temps de faire les choses, il peut y avoir des problèmes, et il peut y avoir aussi des risques sanitaires, même si apparemment il n'y a pas eu d'effet secondaire pour les personnes. Deuxième chose, sur l'Allemagne qui est déjà prête, l'Allemagne fait face, comme la France, au problème du nombre de stocks et de la ressource rare. En fait, vous avez entendu ce que dit Der Spiegel, c'est-à-dire que l'Allemagne a commandé de son côté des doses en plus. Donc ça, je l'entends. Donc il y a une gestion qui est différente, c'est-à-dire qu'on est en guerre, et que tous les moyens sont bons. Exactement. Je pense que c'est pas le seul pays. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, avait aussi parlé de toute cette stratégie de commande de vaccins qui est faite avec plusieurs laboratoires de pharmacie. Donc ça, je le mets de côté. Mais sur l'Allemagne, l'Allemagne est déjà en manque de doses et ils ont mis en place des vaccinodromes. Aujourd'hui, je vous invite à regarder sur Internet, vous tapez Allemagne manque de doses, vous verrez des vaccinodromes, parce que nous, on a pour l'instant pas de vaccinodrome, et je pense que c'est finalement un bon choix, parce que si on avait des vaccinodromes avec seulement 500 000 doses reçues par semaine, donc on peut vacciner 15 millions de personnes, en réalité les vaccinodromes ils seraient vides. J'aime pas le mot d'ailleurs, ça fait très peur ce mot. Oui, je peux comprendre, mais en tout cas... Et l'armée, pourquoi pas l'armée? Alors moi j'ai entendu qu'on pourrait réquisitionner aussi des militaires avec une logistique assez aguerrie, etc. Il y a des locaux incroyables. Enfin, bien sûr. Mais ce retard quand même, on est juste avant le Costa Rica dans la vaccination. Je pense que ça va s'accélérer. C'est très joli comme pays, Costa Rica. Juste terminer aussi sur ce qu'a dit Ils Frédéric. Pas d'armée en plus. Frédéric a parlé des médecins et du risque judiciaire qui pèse sur les médecins. Le Conseil de l'ordre n'a jamais rien fait contre un médecin. Le Conseil de l'ordre, et justement, je voudrais y venir, l'Ordre des médecins a annoncé le 24 décembre dernier que les professionnels de santé et leurs patients bénéficieront, dans le cadre de la campagne vaccinale contre le Covid, de la même sécurité juridique que dans le cadre d'une vaccination obligatoire. Donc déjà, on a levé un frein à la crainte des médecins d'aller vacciner, les médecins généralistes. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça prouve qu'on prend le pouls de ce qui se passe. Rougeole, voilà, on prend le pouls de ce qui se passe et on évite aussi une pression judiciaire sur les médecins qui, eux, sont là pour accompagner la stratégie vaccinale, et on ne doit pas mettre un frein à cela. Donc moi, je trouve qu'en réalité, comme on le voit... Il n'y a aucun médecin qui a peur. En plus, c'est bidon, cette histoire. Il y a quand même 58% de la population, selon un sondage Odoxa publié aujourd'hui dans le Figaro, 58% des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. S'ils veulent pas, ils veulent pas, mais déjà vaccinons ceux qui veulent. On ira déjà beaucoup mieux. Patrick Mignon. 42 qui veulent. Hein. Oui, mais surtout pour revenir sur ce que vient de dire Fatima, c'est que le problème n'est pas tant de lever les risques juridiques ou de couvrir les risques juridiques des médecins ou même d'autres. C'est simplement que cette parole publique, elle a perdu intégralement la confiance des Français. Et il faudrait peut-être qu'à un moment ou à un autre, on se pose la question de la raison et de la motivation de cette perte de confiance. Ça suffit de faire de la com qui n'est pas suivie des faits, parce que là, ils vont s'enfoncer de plus en plus. Hein. Chaque fois qu'ils vont annoncer un nouveau truc qui ne sera pas suivi des faits, ça va rajouter une couche au problème. À partir du moment où on a un mensonge initial, je fais référence au test et au masque, c'est fini, vous pouvez communiquer sur ce que vous voulez, les gens ne sont pas dupes derrière, ils vont toujours avoir le doute dans leur esprit. Et donc, ils ont le doute sur l'innocuité réelle des effets, au niveau des effets secondaires de ce vaccin messager. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez On parle de com d'Emmanuel Macron hier à la une du JDD, je suis en colère. On tombe un peu à la renverse. Le chef de l'État, c'est quand même lui qui a défini la stratégie de vaccination. Mais bien sûr, est-ce qu'il a besoin d'exprimer sa colère à la une du JDD? Est-ce que vous ne croyez pas que... Non, mais c'est un vrai sujet, ça. Mais bien sûr que c'est un prétexte. Non, attendez, c'est pas un prétexte, c'est un vrai sujet. De quoi? La réalité, comment en est-on arrivé là? Non, attendez, mais je comprends bien, je comprends très bien. Mais la réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, même le président de la République est impuissant face à notre technostructure. Je pense qu'il est impuissant. Il faut descendre dans le détail. Il en est l'incarnation. C'est
Mais il est l'incarnation de cette technostructure. Oh bon, alors non mais attendez, on va sortir de là parce que moi je veux bien qu'on flague Macron, mais c'est pas la solution. Elle l'a choisi. Il est énarque, il est de tout le cursus. Ce sont les Attali, les Minc, les Jouillet qui l'ont choisi. Oui, mais c'est vrai. Mais on est devant le fait accompli. On fait quoi en même temps. On fait quoi Alors, on fait quoi On fait quoi maintenant Alors, Régis. Justement, je voudrais juste dire un mot à ce sujet. Et si on refaisait de la politique? Parce que quand même, j'ai entendu M. Véran venir dire, mais attendez, on démarre lentement, c'est un choix stratégique. Le lendemain, le président de la République qui dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Mais quelle honte! Oui. Mais quelle honte! Alors, ils ont raté le début. Madame Buzyn, félicitations. Ils ont raté les masques, il n'y en avait pas assez. Ils ont raté les tests. Ils ont raté le déconfinement. Ils ont raté la deuxième vague. Et ils sont en train de rater ça. Et on nous dit qu'il va y avoir 35 personnes tirées au sort. Il y a un Parlement, je crois savoir. Quand est-ce que le gouvernement va venir se présenter devant ce Parlement et va-t-il être renversé pour sa nullité crasse? Je rappelle également que le Premier ministre, ma chère Sophie, c'est un haut fonctionnaire, énarque, qui fait partie de la même bande. Non, mais je suis d'accord, mais alors on fait quoi? On fait la révolution, on égorge tout le monde, on fait quoi? Ils sont là. On renverse ce gouvernement. Oui, non, mais là, je pense qu'on tombe dans un discours un peu démagogue. Oui, alors renverser le gouvernement en plein Covid, je suis pas d'accord. Non. Pas tous en même temps, Fatima. Moi, je veux bien écouter les critiques. Enfin, moi, je vais pas cacher mon appartenance politique. Moi, je suis élue La République En Marche, c'est public, etc. Donc, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'arrive aussi avec ma sensibilité et j'arrive à donner mon avis sans tomber dans des éléments de langage. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on me dit, c'est bien, Fatima, continue comme ça. Donc, je continue. Maintenant, je note qu'aujourd'hui, le gouvernement fait du mieux qu'il peut. Je vois qu'il y a des efforts de communication qui sont faits. Malheureusement, aujourd'hui aussi, on tombe dans un espèce de débat permanent. Moi, je regarde beaucoup les chaînes télé, etc. Et j'entends beaucoup de bêtises. J'entends beaucoup de choses, des responsables politiques qui s'expriment sur tout et sans rien, sans avoir 100% des éléments. Et au bout d'un moment, ça pèse aussi sur le concret du débat public. Et à la fin, les gens ne savent plus qui croire. Je suis désolée, c'est pas que de la responsabilité du gouvernement, c'est de la responsabilité de la classe politique. Des débats ont lieu dans les assemblées, des débats ont lieu. Maintenant, il y a cette convention citoyenne, elle peut créer aussi du débat, etc. Donc je peux comprendre que ça mette des gens mal à l'aise parce qu'ils considèrent que c'est du mépris envers les élus locaux, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que cette convention citoyenne va aussi être représentative des personnes qui sont, entre guillemets, anti-vaccins, qui ne souhaitent pas se vacciner. Donc, au bout d'un moment, ces personnes-là ont aussi leur mot à dire dans le débat public. Alors je suis désolée. Là, vous évoquez les 35 personnes, mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que ce qu'évoquait, c'est-à-dire la faillite des masques, la faillite des tests, moi je voulais faire un coup de gueule sur Aéroport de Paris, où il y a une gestion absolument calamiteuse de l'organisation. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne teste pas au retour? J'ai vu des avions arriver, il n'y avait pas de tests, et dans les pays pour lesquels les tests il n'y avait pas de masque au début. Pour les pays pour lesquels il y avait les affichettes. Oui, voilà, il y a des affichettes. Donc voilà, donc ça dépend des douanes, ça ne dépend pas d'Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, c'est encore autre chose sur l'organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bus pour décharger les gens. Je vous témoigne un vrai cas concret, un cas personnel. Moi, j'ai été atteinte par le Covid, j'ai été malade, super malade pour quelqu'un de mon âge. Moi, j'ai 26 ans, mais j'étais clouée au lit plus d'une semaine et j'étais extrêmement malade. Je me suis fait tester le lundi. J'étais négative. Je me suis fait tester le lundi d'après, j'étais positive. Et j'ai commencé à avoir les symptômes mercredi ou jeudi soir. En fait, se faire tester à un jour 1, ça ne veut pas dire que vous l'avez. J'avais déjà une suspicion. Ça veut dire que même si vous rentrez, Valérie, que vous rentrez de vacances et que vous rentrez, que vous faites tester, le jour 1, si c'est négatif, vous passez. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir tout comme les gens qui se sont fait tester pour voir leur grand-papa, etc. Enfin, ça limite. Vous avez un tamis quand même. Vous avez un tamis. Et puis on peut faire tester 3 jours avant quand on prend l'avion. Vous avez un tamis. Oui, bien sûr. Genre, pourquoi est-ce que l'Espagne, qui est en Europe, demande des tests et que la France réciproquement n'en demande pas? Non, mais le risque, moi je trouve que les tests, je pense que c'est un moyen de rassurer la population, mais je pense que c'est pas l'alpha et l'oméga, parce que c'est pas 100%. Si vous faites tester, et quand on fait zéro test avec des avions qui viennent de pays à risque, zéro test, ma belle-fille a pris l'avion, elle est arrivée, elle s'est fait tester, elle était pas bien, elle venait du Maroc, elle avait le Covid. Mais normalement, elle aurait dû faire un test avant. De pays à risque, j'ai des collègues qui arrivaient de Wuhan. En janvier et en février, alors qu'il y avait déjà le confinement là-bas avec les images cataclysmiques, il n'y avait aucun accueil spécifique à Roissy. Aucun, vous m'entendez? Je sais, aucun. Donc, venant de Wuhan, même pas d'un pays à risque, venant de la ville. On est en train de... Alors attendez, Sophie, je n'ai pas terminé, je vous laisse parler. Allez-y, Patrick. Fatima utilise toujours le même genre de discours, c'est-à-dire vous n'avez pas tous les éléments.
personne n'a jamais tous les éléments, y compris le président de la République. Tout à fait, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle il a des conseillers. Mais les conseillers ne sont jamais les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Alors aujourd'hui, on a une constitution. Elle devrait être respectée. D'abord, elle devrait être nettoyée, comme on l'a dit, de tous ces articles superfétatoires qui ne servent à rien si ce n'est à bloquer le système. Deuxièmement, vous demandez les solutions, Sophie. La solution, c'est comme on en a déjà débattu ensemble sur ce plateau, de revenir à un septennat unique qui place le président au-dessus de la mêlée. Deuxièmement, c'est d'avoir un Premier ministre de ce fait qui n'est plus un technocrate haut fonctionnaire qui a pratiquement plus aucune responsabilité, mais un Premier ministre qui assume sa responsabilité et celle du gouvernement devant ce qui est la représentation du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Et pour finir, je suis désolé, vous demandiez à ce que le privé intervienne, je suis d'accord avec vous là-dessus. On appelle ça la société subsidiaire. Pourquoi faire prendre des décisions à un niveau tel que, alors qu'on peut les prendre à un niveau légèrement inférieur. Les agences régionales de santé brillent par leur absence. Elles ne sont là que pour donner des bons points, un peu comme certains médecins comme monsieur Yazdan Pana là, de je ne sais quel hôpital, qui se permet de dire les Français se sont bien comportés à Noël, peut-être un peu moins bien au jour de l'an. Mais on lui demande pas, moi je lui demande pas un bon point à ce monsieur, moi je lui demande d'informer correctement les politiques qui prennent des décisions. Et si j'étais moi dans une dans un truc politique, eh ben, je lui demanderai son avis. Quoi. Allez, on se retrouve dans un petit instant, on continue, on va parler de ces 35 citoyens tirés au sort et Xavier... Ça a déjà commencé. Hein. Oui, Fatima oublie la cacophonie qui règne également parmi les membres du gouvernement. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous d'accord. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Je vois beaucoup de réactions sur Facebook. Nos auditeurs sont en majorité contre la vaccination. Il y a beaucoup de choses qui circulent, en particulier qu'il y a eu beaucoup de morts. Non, il n'y a pas eu de morts suite à ce vaccin. Après, c'est la liberté, effectivement, de chacun. Et effectivement, si vous ne voulez pas vous faire vacciner... C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être vacciné qu'il ne faut pas être capable de le faire en France. Non, mais la chose, c'est moi, je ne veux pas me faire vacciner, sauf que le vaccin, c'est aussi, c'est aussi les autres. C'est-à-dire qu'on ne sortira de cette épidémie qu'en ayant vacciné. Il faut reconnaître que la vaccination, globalement, a quand même fait disparaître un certain nombre de maladies, la polio, la tuberculose, la variole. D'ailleurs, au début du quinquennat, Agnès Buzyn s'était battue, notamment contre certains antivax. J'avais suivi la polémique. Ça faisait pas autant de bruit qu'aujourd'hui, mais elle avait rendu la vaccination obligatoire pour 11 vaccins pour les enfants qui viennent à la maternelle parce qu'on avait des occurrences, de nouvelles occurrences et des émergences de maladies qui avaient disparu parce que le taux de vaccination avait exactement et la rougeole, etc. Et donc en fait, on a remis ces vaccins obligatoires parce que les vaccins ont une efficacité que s'il y a un certain nombre certains seuils de la population qui est vaccinée et si on a une couverture vaccinale qui est optimale. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont des défiances envers les vaccins, moi je les invite à aller parler avec leurs médecins, à aller discuter avec des professionnels de la santé, les médecins, le personnel soignant. Et sur le recul, parce qu'il y a souvent cet argument qui est de dire on n'a pas le recul, sauf qu'il y a eu un tel afflux de cas que tous les tests qui ont été faits sont beaucoup plus nombreux que tout ce qui a pu être fait. Mais bon, je pense qu'on ne convaincra pas les sceptiques. Le dessin de Plantu aujourd'hui à la une du Monde, c'est un bonhomme qui dit c'est quoi ces retards, vous voulez me faire crever? On voit un petit infirmier qui court, qui va chercher une piqûre, un vaccin, et le bonhomme répond quoi me faire vacciner plutôt crever. Et c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que tous les gens qui disaient moi je me ferai pas vacciner, maintenant râlent contre le... Alors l'autisme en masse suite au vaccin et la sclérose en plaques, ça n'a jamais été prouvé, Alexandre. Il n'y a jamais eu d'études qui ont prouvé ce lien direct entre l'autisme et la sclérose en plaques. Donc il y a aussi beaucoup de choses. Bon, après, voilà. Oui. Valérie, je voudrais dire un petit mot sur le soi-disant courant anti-vax. Moi, j'ai essayé de regarder un petit peu les sondages. On dit 58. Dès lors qu'on rentre un petit peu dans le détail, c'est plus complexe que ça. Il y a des biais dans les questions, etc. Les Français sont beaucoup moins anti-vax qu'on le dit. Hein. Je pense que le raconte, c'est 58%. Il y a un déficit de confiance qui va alimenter la défiance vis-à-vis du vaccin.
il y a le fait qu'on ne sait pas grand-chose sur ce virus. C'est une tragédie qui frappe l'ensemble de la planète. Mais je pense que, moi, déjà, il y a au moins 42% qui veulent se faire vacciner, dont votre serviteur. Donc, moi, j'attends ça avec une certaine impatience. D'abord parce que, si vous voulez, ils ont été, mis sur le marché très, très vite. Je me suis beaucoup documenté, je trouve ça d'ailleurs assez passionnant, mais je crois que une vraie pédagogie et une restauration de la confiance permettrait de mettre en place, et là le début calamiteux de la campagne, le début calamiteux de la campagne ne permet pas d'avoir cette espérance-là. Patrick Mignon, vous ferez vacciner ou pas? À titre personnel, je ne pense pas, pour une raison extrêmement simple, c'est que je me souviens, moi, qu'on nous avait parlé de tout un pataquès avec les OGM et le maïs OGM qui était dangereux, qui risquait de s'intégrer au génome des gens, etc., alors que ça passait par l'estomac avec ses sucs gastriques et autres. Donc aujourd'hui, on nous dit c'est très bien de se faire rentrer dans le corps sous forme d'une injection, quelque chose qui correspond aussi quelque part à une forme de manipulation génétique. Non, pas du tout. C'est faux, monsieur, franchement, c'est scientifiquement faux. Vous savez, la technologie de l'ARN messager, c'est un progrès scientifique majeur. Ça permet de respirer contre le cancer, contre le sida. Mais monsieur, vous dites, je suis désolée, vous dites des fausses nouvelles. Je suis désolée, moi, je ne peux pas écouter ça. Non, c'est pas une fausse nouvelle. Je vous donne mon opinion. On m'a posé la question. On m'a posé. Malheureusement, elle n'a pas de valeur scientifique. Vous n'êtes pas. Enfin, franchement, c'est. Patrick, l'ARN ne rentre pas dans l'ADN. Non, je suis d'accord. Il y a des schémas qui expliquent très bien l'action du virus. Et si vous injectez une puce 5G, on va vous injecter tout ça. Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous affirmez aujourd'hui des choses que certains contestent. Je n'ai ni la qualité, ni vous d'ailleurs, pour affirmer aussi péremptoirement que ça n'a aucun risque. Non, mais je vous invite à lire un article. On est dans l'urgence. Je vous ai laissé terminer. Allez-y, Patrick Mignon. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. C'est au choix individuel. Vous m'avez posé la question en ce qui me concerne. Je réponds en ce qui me concerne et je ne prétends pas imposer ma vision aux autres. Je dis simplement pourquoi. A priori, je ne le ferai pas. Si aujourd'hui, il y avait le vaccin de l'Institut Pasteur et de Sanofi, c'est-à-dire sur les virus inactivés, qui est celui que je me fais moi-même d'ailleurs pour la grippe tous les ans, je le ferais sans aucun problème et je serais même capable de faire mon intramusculaire tout seul. Donc très franchement, c'est vraiment une question de savoir. Simplement, il y a un problème. Encore une fois, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance que l'on peut faire aux gens. Et aujourd'hui, malheureusement, ce gouvernement n'a pas cessé de nous mentir. Ce gouvernement n'a pas arrêté. J'ai une citation très courte que je vais vous faire de Hannah Arendt. Vous connaissez tous Hannah Arendt quand même. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Fin de citation. Donc, excusez-moi, moi, c'est à ça. Se faire vacciner ou pas, c'est individuel. Respectons les choix individuels. Par contre, arrêtons de mentir aux citoyens et respectons les institutions de la République et revenons au fondement de la 5e. Alors, est-ce que on peut essayer de retrouver le sujet et d'être raisonnable? Je respecte tout à fait ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, même si on peut considérer qu'il y a une immunité collective, très bien. Attention, parce que scientifiquement, ça a été validé par tous les organismes scientifiques du monde, donc on sait ce qu'il en est de ce vaccin, qui aura peut-être des accidents, mais que ce n'est pas le cas. Il y a quand même maintenant des millions de gens qui sont fait vacciner. 3, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la capacité française, ou non, d'administrer un vaccin et de voir comment on peut faire cesser, sans mettre le président de la République à l'échafaud, comment on peut donner un coup de pied à la fourmilière de la technostructure. C'est le vrai sujet. Et quand on parlait d'Emmanuel Macron, je pense qu'il faudrait presque qu'il puisse se comporter comme un chef d'entreprise, de dire maintenant ça suffit, vous mettez l'armée dirigée par des médecins, on prend tel locaux, on décide. Quand vous parlez d'armée, Sophie, je précise que c'est pas pour obliger les gens. Non, bien sûr que non, c'est pour trouver des locaux. C'est pour organiser, pour l'organisation. C'est une question de management. Vous avez Frédéric l'infirmier qui est intervenu, qui a dit qu'il peut vacciner. Donc, on fait appel aussi au privé. Vous oubliez le privé que vous défendez de l'autre côté. On a vu toutes les cliniques qui étaient laissées de côté pendant la première vague. Mais absolument. Donc c'est ça qui dysfonctionne. C'est ça qui dysfonctionne.
Et moi, là où je suis très inquiète, c'est même pas pour l'immédiat, c'est que l'incapacité de la France de supprimer ces comités, ce pouvoir de dire non, ces groupuscules qui bloquent à tous les petits niveaux, il n'y a pas de subsidiarité, vous l'avez dit, c'est dramatique, il faut faire ça. Et je ne pense aujourd'hui que le président de la République est même pas capable de se faire obéir pour arriver à supprimer ce genre de choses. Pour votre information, Emmanuel Macron convoque une réunion à l'Élysée car il veut accélérer la campagne. Il va réunir à 17h son Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Et ensuite, Jean Castex échangera avec les responsables de la majorité. Mais on est le 4 janvier, bon sang. On est le 4 janvier. On est le 4 janvier. Et c'est les mêmes qui bloquent. Et ce sont les mêmes. Il y a une fête comme ça qui s'appelle l'Épiphanie. Ouais. C'est les rois mages qui viennent à l'Élysée, là. Alors, non, je voudrais qu'on revienne sur ces 35 citoyens qui vont être tirés au sort. Ça a beaucoup fait réagir et sourire. C'est de la démocratie participative, certes, mais démagogie, bidule, machin. Ou alors, est-ce que c'est un gage de transparence, puisqu'il y aura des citoyens de tous horizons, de toute opinion. On va en reparler dans un instant. 0826 300 à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous débattons, nous commentons l'actualité. Le tirage au sort donc de 35 Français du collectif citoyen commence aujourd'hui. C'est le Conseil économique, social et environnemental de Sophie, si je ne dis pas de bêtises, qui est chargé de trouver ces citoyens. C'est le collectif citoyen souhaité par Emmanuel Macron pour renouer la confiance dans la vaccination. Ça pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on a besoin de ces 30... Enfin, ça paraît... Il va falloir les informer, les malheureux, parce que vous tirez n'importe qui au hasard. Je veux dire, ils n'y connaissent rien. Mais on a l'impression que c'est pour se rapprocher du peuple, pour savoir ce que le peuple dit. Mais alors, on va avoir des complotistes aussi. Si on tire au sort un mec qui dit moi je sais bien que... Mais c'est le but. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ou alors il y a du lavage de cerveau des gens qui font au comité citoyen, ou alors on demande volontairement l'avis de gens totalement incompétents. Moi, je trouve ça gravissime. Au moment où la France entière est d'accord pour supprimer les commissions, les comités lambda, etc., mais je pense que c'est une telle erreur de réflexion que je ne comprends pas. Qui se fasse éclairer, qui convoque dans son bureau des gens de bon sens, en disant, bon, allez, je vais en prendre 3 ou 4, je vais venir 3 ou 4 mecs quand même un peu intelligents, du privé, ou pas, même des gens, je sais pas, et je leur demande, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, ou est-ce que je me trompe? C'est très bien, mais d'abord on le fait pas savoir, on le fait soi-même. Je pense que c'est la première chose que le président devrait faire, c'est effectivement demander leur avis à des gens, entre guillemets, normaux. Mais là, c'est le cas. Non, c'est constitution d'un comité tiré au sort. Oui, je pense qu'il devrait... normaux, ça va être fait en fonction. Oui, mais le tiré au sort est absurde. Le tiré au sort est absurde. Tiré au sort parmi un panel. Alors c'est un panel représentatif de l'âge, du genre, de la catégorie socio-professionnelle et de l'opinion. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui seront tirées au sort, in fine, elles auront répondu à un questionnaire en disant de 1 à 5, est-ce qu'elles veulent se faire vacciner? Et sur cette base, on va avoir un panel un peu représentatif de ceux qui veulent vraiment se vacciner et ceux qui ne veulent pas trop se vacciner. Après, ça me rappelle aussi les critiques qu'on avait fait sur la Convention citoyenne pour le climat. On avait aussi dit, mais pourquoi on va demander leur avis à 150 personnes qui n'y connaissent rien à l'écologie, qui ne sont pas des professionnels, etc. en l'air la plupart des décisions qui devaient être prises. C'était une absurdité. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans la Convention, c'est que finalement, ça a permis de faire émerger aussi des idées qui venaient plus du terrain, etc. Oui, mais là, on est en guerre. Enfin, je veux dire, on est en guerre contre un virus. Je veux dire, est-ce que c'est le moment d'aller demander à 35 personnes? Et on a tous les outils d'analyse de l'opinion, on a tous les outils, on a des organismes professionnels pour ça, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en revanche, la transparence, on ne connaît même pas la composition du comité de défense, du Conseil de défense. Ça, c'est opaque. On n'a aucune idée de qui y est. Non, c'est une façon de vider de leur substance les institutions qu'on a mis 200 ans à construire. Enfin, il y a une république, il y a un parlement, il y a effectivement un conseil économique et environnemental, etc. Et là, on vous fait Astramgram, c'est toi qui vas venir, comme par hasard, dans le premier, il y avait Cohn-Bendit. Ben voyons, c'était... Non, mais là, ce sont des citoyens français. Alors, Éric Revel, qui est la vedette de notre émission ce matin, français, puisque... Oui, parce qu'on l'a écouté ce matin dans ce qu'il disait à propos de l'article Der Spiegel, et Éric Revel a tweeté 35 Français tirés au sort. Pourquoi faire? Si le sort me désigne, quelles seront mes compétences pour parler aux spécialistes du plan vaccination? 0. C'est la seule question importante et la réponse vaut 0.
Voilà. Mais plus facilement encore pour M. Macron et ses ministres. Ils ont qu'à nous prendre tous les quatre. Regardez, 2 hommes, 2 femmes. A priori, 2 soutiens du président et 2 qui sont franchement. Qu'est-ce qui soutient le président là? Non, mais je plaisante, Sophie. D'accord. Mais franchement, Sophie macroniste, Sophie. Non, je suis désolée. C'est pas une question d'être macroniste. Alors pardonnez-moi, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Je désapprouve totalement ce que fait le président de la République en ce moment. Et quand il fera quelque chose de bien, je serai contente. Le macronisme ou l'antimacronisme, c'est l'incapacité, c'est tout d'un coup. Quoi qu'il fasse, c'est bien, ou quoi qu'il fasse, c'est mal. Non, le président là, sur ce coup-là est très mauvais. Voilà. Il est effectivement. C'est pas ça, j'ai pas terminé. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on peut prendre tous les comités Théodule que l'on veut. Dans tous les cas de figure, ils ne seront représentatifs que d'eux-mêmes, et avec en plus le soupçon de pourquoi on les a nommés. Il y a une représentation incontestable, Régis l'a fort bien dit, c'est celle qui est issue du vote. On ne conteste pas les votes, ils ont été validés par un conseil constitutionnel, c'est pas un comité Théodule, même si on n'est pas d'accord avec toutes ces décisions, c'est les députés et les sénateurs et les élus de la République. Basta. Le reste, c'est de l'amuse-galerie. Voilà, j'en ai assez de cette présidence. Moi, j'étais très remonté contre Hollande qui était trop mou, mais alors là, cette présidence de la com, de l'esbrouf, des paillettes qui ne servent à rien et qui sont là pour enfumer et pour faire taire l'opposition légitime, c'est inadmissible. Voilà. Je ne sais pas s'ils en sont là. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est. Oui, je pense qu'ils sont. On ne tue pas l'opposition politique dans le débat. Déjà, la stratégie vaccinale, elle sera présentée. Je crois qu'elle a déjà été présentée devant le Parlement. Il faudrait un peu d'union nationale, un peu quand même. Après, je pense qu'il faut du local. Je pense qu'il faut du terrain. Et je rappelle juste que la crise des Gilets jaunes, ça a été. La critique du mépris, du soi-disant mépris du gouvernement à l'égard des classes sur la taxe carburant, etc. Les 80 à l'heure. Exactement, sur les 80 à l'heure, sur les départementales, etc. Et qu'en fait, on a fait cette critique, à tort ou à raison, je ne sais pas, je vous le soumets aux auditeurs et aux personnes qui débattent face à moi. Et on a fait cette critique-là en se disant, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment sérieux sur la critique de ce côté un peu participatif, alors qu'en fait, c'est une réponse à cette crise des Gilets jaunes et qui perdure. En fait, le président visiblement a envie de continuer cette stratégie de démocratie participative en créant des instances citoyennes. Écoutez, il le fait. Moi, je pense que ça reste intéressant d'avoir cette opinion-là. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger. Il faut pas non plus négliger les élus locaux. Je pense qu'il faut aussi écouter ce que les élus locaux sont prêts. Justement, pourquoi est-ce qu'on monte un comité de 35 personnes à mettre en place ces vaccinations? Je pense que toutes les communes sont volontaires pour mettre en place s'il veut, c'est plus intelligent. Enfin voilà, en tout cas, c'est pour le débat, ça reste intéressant. On a Jean-Marc qui nous dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas vacciner tout le gouvernement pour restaurer la confiance? C'est-à-dire montrer... mais la dernière fois que j'étais venue chez vous sur ce plateau, j'avais dit, c'était en début décembre, j'avais dit, mais il faut que les membres du gouvernement se fassent vacciner. Pour l'exemple, Boris Johnson s'est fait vacciner, mais regardez, Angela Merkel, etc. Sauf qu'ils sont tous... Netanyahou aussi. Inès nous dit que Macron se fasse vacciner et donne l'exemple, mais pas avec du sérum physiologique. C'est que de toute façon... Non, mais pour ceux qui doutent, il n'y a pas de confiance. Donc même si vous les voyez vaccinés, il y a eu une polémique aux États-Unis avec Kamala Harris qui s'est fait vacciner et avec Biden, c'est ça, où on voit l'infirmière comme replier l'aiguille, en fait, elle met le capuchon et ça a donné lieu à tout un tas donc même s'ils se font vacciner, on dira que c'était avec du sérum Phi. Mais Fatima, je voulais vous répondre. Vous avez posé une question aux intervenants. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes dans la politique, vous le savez, moi j'y suis aussi. Quand on essaye d'élaborer un programme, les premières personnes auxquelles on demande leur avis pour avoir le programme qui colle le plus à nos concitoyens et qui nous ressemble, c'est les adhérents et les militants d'un parti politique, puis leurs sympathisants, puis après on essaye d'élargir. Il y a en France, et c'est normal, autant de partis que d'avis et que de citoyens. C'est bien normal. On essaye de faire des résumés de tout ça. Aujourd'hui, le président de la République n'a aucune raison de convoquer un comité de 35 noms, fût-il de 1000 noms. Il ne représente rien. Il y a des institutions et il est en train de nier et de broyer et de caricaturer ces institutions. C'est totalement inadmissible. Oui, alors
Oui, si je peux répondre juste sur ce que vous avez dit, c'est tout à fait intéressant. Je rappelle juste, le président a quand même reçu tous les présidents de groupe du Sénat, par exemple, qui n'est pas une chambre qui est issue de la majorité présidentielle, mais il les a tous reçus à déjeuner. D'ailleurs, ça avait fait un peu polémique, mais puisqu'après, il avait eu la Covid. Mais il fait ce travail-là. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout caricaturer et dire que le président méprise. Deuxième point, moi, j'ai envie de remettre un peu le curseur du débat sur un autre sujet. Il y a toute cette réflexion qui est en cours sur la représentativité de l'Assemblée nationale et sur cette idée de mettre de la proportionnelle dans nos institutions pour justement, vous avez dit, il y a autant de partis politiques que d'idées et que d'opinions. Et ben, est-ce que c'est pas le moment en fait d'avoir une chambre qui est vraiment représentative, davantage que ce fait majoritaire qui est issu du mode de scrutin, mais d'avoir une proportionnelle qui permet aussi d'avoir une pluralité du débat dans l'Assemblée plutôt que d'avoir ce que certains appellent une chambre d'enregistrement quand il en vient aux institutions de la Ve République. Donc voilà, je pense que c'est aussi un débat que la crise sanitaire, je pense que nous permet de montrer aussi les limites un peu dans les institutions et de se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas qu'on franchisse ce pas de la proportionnelle, parce que je suis désolée, ce n'est pas normal non plus que certains partis politiques qui font des bons scores à la présidentielle ne soient pas suffisamment représentés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est des idées qui viennent pas non plus du FN ou de la France Insoumise, ça vient du MoDem ou d'élus de la majorité, de Daniel Cohn-Bendit, etc. Donc voilà, ça reste intéressant. Je pense que c'est une bonne façon peut-être d'amener un petit peu, d'apaiser un peu le débat quand on a une démocratie qui est consensuelle, qui est dans le consensus comme en Allemagne. On n'a pas forcément les mêmes types de polémiques qu'on a en France parce que la représentativité est garantie dans les institutions. Oui, un mot quand même sur cette rêve party. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Rêve party du Nouvel An avec cet État impuissant. Alors, complexité d'intervenir avec 2500 personnes qui sont alcoolisées avec des substances autres. Mais c'est vrai que moi, j'ai tweeté en disant je ne comprends pas qu'on ne puisse rien faire. On pouvait peut-être couper les groupes électrogènes. Enfin, je pense que beaucoup ont dit c'est le gendarme de Saint-Tropez. On a du mal à comprendre comment on a pu laisser s'installer déjà cette. Alors attendez, on va faire tourner la parole. On va faire tourner. Qui veut réagir? Patrick, Mignon ou Régis peut-être. Je pense que ça procède du même problème, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé devant un événement. Je m'interroge sur la facilité qu'il y a eu à l'organiser, donc la prévention, et deuxièmement, ensuite une appréhension. Prévention n'a pas été faite et ensuite il y a eu une appréhension. Il y a la fameuse affaire de Nantes avec la mort de Steve Canico, qui probablement a refroidi quelques énergies, et il y a eu la volonté de ne pas créer un nouveau problème politique, parce que je crois qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. Bon, il y a une vraie carence dans le maintien de l'ordre public, ça c'est le problème du ministre de l'Intérieur, mais deuxièmement, quelle que soit la solution qui retenue, ça aurait, d'un côté ou de l'autre, provoqué des réactions, et ça aurait été une bataille pendant tout le ça dit quelque chose quand même sur l'autorité de l'État. Ah oui, bien sûr. Ça dit quelque chose sur l'autorité de l'État et la défiance. En fait, j'ai un exemple historique. En 2001, la piscine Molitor avait été envahie par 2000 fêtards, de minuit jusqu'au petit matin. Et pour le coup, même la piscine Molitor, qui finalement est un petit lieu, etc., il y avait quand même 2000 personnes, parce qu'avant c'était un lieu désaffecté jusqu'à ce que ce soit réhabilité. Et cette piscine, on n'a pas évacué la piscine tout de suite, on a attendu le petit matin, on ne voulait pas de débordement, etc. Moi, personnellement, j'étais choquée parce qu'on a vu quand même ces images où il y avait des personnes qui quittaient les lieux sans être verbalisées, etc. Même si le ministre après a corrigé en disant qu'il y avait eu des verbalisations, mais je pense que 100% des personnes n'ont pas été verbalisées, je pense. Mais ça prouve peut-être une question qu'on peut se poser. On arrive à déjouer des attentats. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déjouer des rêves? Oui, non, mais c'est vrai que ça en dit beaucoup effectivement sur la. Oui, alors je suis la première à vouloir absolument une autorité dans ce type de cas. Et là, c'était un problème terrible parce que c'était d'abord des jeunes, entre guillemets. On a peur des jeunes et c'est vrai qu'ils ont été très sacrifiés, si je puis dire. Non, mais la question est sur l'autorité. La question est sur l'autorité. Alors maintenant, est-ce que les flics, ils étaient drogués, alcoolisés, nombreux, ils dansaient? C'était dangereux, je suis d'accord. Alors, c'est très compliqué. Je veux dire autant on a envie d'autorité, autant on est... Dans cette circonstance précise, c'était vraiment Patrick, compliqué. un mot, pardon, je voudrais que tout le monde dise un mot sur ce sujet. Patrick, Mignon?
Bon, on vous entend plus. Écoutez, je pense que on est en image fixe. Voilà. Écoutez, Patrick nous a, on a des problèmes techniques, mais c'est l'heure de rendre l'antenne. Les débats continuent sur Sud Radio. Vous avez les vraies voix à 17h qui vont évidemment revenir sur tous ces sujets. Très bonne journée sur Sud Radio.